Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de ce mardi, la situation sécuritaire demeure tendue à Port-au-Prince. Malgré les opérations de la PNH contre les bandes armées, ce mardi, des tirs ont été signalés à Delma, faisant des victimes, dont un élève blessé à Saint-Louis de Gonzague. Parallèlement à Bourdon, un étudiant du CEDI est décédé après avoir été touché d'une balle à la tête. Le Conseil présidentiel de transition demande au Premier ministre d'examiner les preuves contre les personnes sanctionnées par des pays étrangers pour leur rôle dans l'instabilité du pays en vue de poursuites judiciaires. Maître Michel Brenache, ancien ministre de la Justice, fera le point sur la question dans ce journal. Et puis tension autour du carnaval 2025, le gouvernement maintient le carnaval national à Phare-Liberté pour un coût total estimé à 170 millions de gourdes. Pourtant, cette décision est critiquée en raison des priorités budgétaires et de l'insécurité. Le professeur Daniel Supplice nous livrera son analyse sociologique sur le rôle du carnaval en période de crise. Bienvenue au développement des titres. La capitale haïtienne reste en proie à l'insécurité ce mardi, avec des tirs signalés dans plusieurs quartiers, notamment à Delma, près du carrefour de l'aéroport, plongeant les habitants dans la panique. 2 victimes de balles perdues ont été recensées, un élève de Saint-Louis de Gonzague blessé et un étudiant de 22 ans du centre diplomatique et consulaire Masséna-les-Beltes qui a succombé après avoir été touché à la tête. Par ailleurs, la police nationale a mené une opération contre le gang Crasé-Barrière dirigé par Vitellum Innocent à Torcelles. Plusieurs bandits ont été mortellement blessés et 2 armes à feu saisies. Le Conseil présidentiel de transition a exprimé ses condoléances aux proches de l'étudiant décédé et s'est dit consterné par la violence qui frappe les jeunes du pays. Autre information, le Conseil présidentiel de transition a demandé au Premier ministre d'examiner les preuves contre les individus sanctionnés par le Canada, les États-Unis et l'ONU pour leur rôle présumé dans l'instabilité du pays. Le gouvernement prévoit d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites pour les traduire en justice. Cette décision concerne également les dossiers de ressortissants accusés de collusion avec ces groupes. L'ancien ministre de la Justice, Maître Michel Brenache, est avec nous pour analyser la situation. Maître Michel Brenache, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Rosbergine, c'est avec plaisir que je participe avec vous à cette émission. Entre 2022 et 2024, plusieurs personnalités politiques, économiques ont été sanctionnées par les États-Unis, le Canada ou même par les Nations Unies pour leur présumée implication dans des actes criminels qui déstabilisent Haïti. Et aujourd'hui, le président du Conseil présidentiel de transition, M. Laissez Voltaire, veut engager des poursuites judiciaires contre les sanctionnés. Par quel mécanisme, selon vous, cela peut être possible? Notamment en se référant à la législation haïtienne. Et bon, jusqu'à présent, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas eu un début de poursuite judiciaire, parce que la justice, il y a des compétences. C'est pas au niveau de la présidence, c'est pas au niveau de la primature, ça se passe au niveau du parquet. Et le parquet, il agit soit par dénonciation, soit en flagrant délit, et lorsqu'il y a une plainte, donc le parquet peut mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, et les sanctions internationales, il y a eu trois catégories de sanctions. Il y a les sanctions qui ont visé les chefs de bande. Il y a les sanctions qui ont visé en fait des individus qui ont fait de la politique, mais qui ont été impliqués dans des trafics illicites. Et il y a des sanctions qui ont visé des hommes politiques et des hommes d'affaires qui auraient facilité, et je dirais, l'armement des bandits au niveau du pays. Mais le problème, c'est que ces sanctions étaient de nature politique et administrative. Et jusqu'à présent, et à ma connaissance, les pays qui ont sanctionné n'ont pas fourni les éléments de preuve, les évidences
pour permettre à la justice haïtienne de sévir correctement contre ces individus qui auraient contribué à la montée de l'insécurité en Haïti. Donc, au niveau de l'enquête judiciaire, si on met l'action publique en mouvement et le ministère de la Justice, enfin le parquet à travers le ministre de la Justice peut demander aux pays qui ont sanctionné des citoyens haïtiens de leur fournir des éléments de preuve pour permettre d'asseoir l'accusation. Donc, jusqu'à présent, on était à ce stade. Donc, il y a des cas qui sont des évidences. Il y a d'autres cas, on se demande quelles seraient ces évidences-là. Mais il appartient à la justice d'établir la vérité. Mais l'action publique, c'est au niveau du parquet, c'est la compétence du parquet. Donc, l'information judiciaire doit être faite au niveau du parquet. Donc, puisque c'est le parquet qui devrait s'en charger, est-ce que le président du CPT, Leslie Voltaire, n'est pas qualifié à justement demander de mettre l'action publique en mouvement contre ces personnalités? Et bon, et tout comme vous et moi, comme simples citoyens, on aurait pu demander à la justice de faire la lumière au niveau ou contre ces citoyens-là, parce que de toute façon, on veut être édifié, parce que nous sommes tous victimes de l'insécurité, nous sommes tous victimes de l'instabilité politique qui sévit à travers le pays, et chaque citoyen serait curieux de savoir quels seraient les degrés d'implication de ces individus dans la tragédie et dans laquelle nous vivons. Maintenant, ce n'est pas à la présidence, ce n'est pas à la primature, c'est au niveau du parquet. Et même nous-mêmes, comme citoyens, on peut aussi porter plainte, soit au niveau du parquet, soit au niveau du cabinet d'instruction directement, pour demander que la lumière soit faite, pour que les individus impliqués soient poursuivis correctement. Alors, vous aviez dit tout à l'heure qu'il s'agit de sanctions politiques et administratives. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Parce que dans tous les cas, et à ma connaissance, il n'y a eu aucune action judiciaire au niveau des pays concernés. Par exemple, au niveau des États-Unis, et les sanctions concernent l'OPIC, les transactions financières et également la possibilité de s'établir ou non aux États-Unis ou bien d'avoir un visa américain. Mais il n'y a eu aucune action judiciaire entreprise au niveau de ces pays-là. Donc c'est pourquoi je parle de sanctions administratives et politiques et non pas de sanctions judiciaires, parce que les sanctions judiciaires, ça se passe au niveau des tribunaux. Et ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, toujours parlant de l'aspect politique, est-ce que du côté d'Haïti, si les démarches sont entreprises, est-ce que, selon vous, on ne risque pas d'entendre en boucle qu'il s'agit de persécutions politiques, notamment dans un contexte où les élections approchent, selon certains observateurs, on essaie d'écarter un petit peu ces personnalités influentes, ces personnalités politiques qui sont influentes? Et il y a 20 ans de cela, il y a eu des actions pareilles pour poursuivre des citoyens haïtiens qui étaient en position de pouvoir. Et il y a eu plusieurs condamnations au niveau des États-Unis d'Amérique pour trafic de drogue et blanchiment. Là, c'était des actions judiciaires. Maintenant, pour l'instant, on n'a que des sanctions administratives et politiques. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une communication politique pour demander maintenant au parquet de mettre l'action publique en mouvement? Certainement. Mais le parquet va agir en fonction des évidences, en fonction des éléments qu'il aurait. Quand je parle du parquet, je parle des 18 juridictions, parce que si une infraction a été commise au Cap haïtien, c'est le parquet du Cap haïtien qui est compétent. Maintenant, ce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a des évidences, est-ce qu'il y a des éléments de preuve, est-ce qu'il y a des indices? Donc, ça m'étonne que depuis 2022, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement contre ces individus accusés à tort ou à raison par des gouvernements étrangers. Comme dernière question, Maître Brunache, quelles sont selon vous les chances d'aboutissement de cette démarche? Bon, et je ne voudrais pas parler de chance. Moi, j'aurais aimé que ce ne soit pas une action politique, ce ne serait pas tout simplement une communication politique, mais une véritable action judiciaire dans la recherche de la vérité. Donc, nous avons besoin de cette vérité judiciaire, juridique, pour
connaître les causes, pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les causes de nos malheurs. Donc, la politique, généralement, va à l'encontre de l'administration de la justice. Donc, il faudrait que la justice puisse travailler sans faire de politique, tout simplement à la recherche de la vérité. Merci infiniment à vous, Maître Michel Brenache. Merci, ça a été un plaisir. Voilà l'analyse de l'ancien ministre de la Justice, Maître Michel Brenache, concernant les sanctions internationales émises à certaines personnalités haïtiennes. Dans un tout autre registre, l'organisation du Carnaval national 2025 se déroulera les 2, 3 et 4 février sous le thème Haïti debout, Fort Liberté campé. C'est ce qu'a précisé le ministre de la Culture et de la Communication qui intervenait lors des Mardis de la Nation ce 11 février. Selon Patrick Delatour, le thème retenu reflète la résilience du peuple haïtien face aux défis actuels. Il considère également ces festivités comme un moment de répit pour la population, précisant que près de 170 millions de gourdes ont été alloués pour l'organisation du carnaval à Fort Liberté, soit un budget total de 300 millions de gourdes pour l'ensemble des festivités carnavalesques à travers le pays, entre autres celles de Jacmel et de Port-au-Prince. Reportage Gerbijan et Thierry Torchon. Le ministre de la Culture, Patrick Delatour, était l'hôte des Mardis de la Nation ce 11 février. Et il s'agissait pour lui de mettre les points sur les i quant à la décision du gouvernement d'organiser le carnaval national à un moment où le pays s'engage dans une courbe sécuritaire périlleuse. Pour le ministre, cette décision puise sa justification dans les racines culturelles d'Haïti, pays symbole de résilience. La culture haïtienne est l'incarnation même de la résilience et de la quête incessante de liberté. Résilience face aux vicissitudes et aux tumultes de la vie. Liberté conquise contre le joug de l'esclavage, mais également liberté face à tous ceux qui tentent de dépouiller la population de sa joie et de sa gaieté. La prise des gangs, le kidnapping, les sécurités grandissantes et un narratif négatif. Si la conjoncture sociale et sécuritaire semble peu propice à un tel projet, le cap est pourtant mis vers la ville de Fort Liberté dans le nord-est du pays. Un choix qui offre plusieurs opportunités à la ville, à en croire le ministre, qui parle notamment de renforcer les infrastructures de cette commune, comme ce fut le cas à Jacmel lors de la visite du président colombien il y a quelques semaines. Dans le processus de réception du président Petro, on a relancé l'aéroport international de Jacmel. On a restauré toute une série de routes. Mais la chose la plus importante, nous avons laissé pour la ville une couverture numérique qui permet à cette ville de se préparer pour participer dans le référendum et plus tard pour les élections. Ce projet ayant eu un succès pour la ville de Jacmel, qui a été perçu comme positif par rapport à la nation, puisqu'il n'y a pas eu de critique acerbe, on a joué avec le même concept pour dire un carnaval à Fort Liberté permettra de garantir la continuité de la tradition culturelle. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés. Selon le ministre, à l'heure actuelle, les forces de sécurité de l'État se préparent à l'offensive. L'organisation du carnaval devient dès lors un moyen pour les autorités gouvernementales de bomber le torse face aux groupes armés qui paralysent toutes les activités créatives du pays depuis des années. Monsieur Delatour ne cache pas son optimisme. Il est vrai que la situation de sécurité dans Port-au-Prince est précaire. Il est vrai qu'il y a un déplacement de population qui suscite une crise humanitaire et au niveau de manger, au niveau de santé publique et au niveau de simplement cadre d'habitat. Définitivement, tout ceci est pris en considération par l'État. En même temps, l'État a une obligation de sécurité. En même temps, l'État a une obligation de reconnaître que le pays a lui-même à continuer à vivre et que maintenant, les communautés locales font des requêtes directes au central. Fort Liberté sera également le grand bénéficiaire de cet événement festif sur bien des plans, selon les déclarations du ministre.
Cette ville côtière, réputée pour son riche patrimoine historique, a reçu une allocation d'environ 170 millions de gourdes pour l'organisation de cet événement culturel. Patrick Delatour justifie cette somme par la nécessité de financer des travaux de rénovation tout en répondant aux autres priorités du gouvernement, notamment la mise en place des bases du référendum et des prochaines élections. 300 millions gourdes, ça a toujours été inscrit dans le budget de la République et cela va être dépensé dans le cadre des activités de carnaval à travers le pays. Parmi lesquels, si je ne me pas trompé, 25 millions pour Jacmel, 25 millions pour Port-au-Prince et Delma, et il y a à peu près 4 millions pour certaines autres villes et compagnie. Et pour un total de 300 millions, dont 170 millions directement affectés à un investissement lent et Fort Liberté. Et maintenant, accompagner travaux publics pour refaire route, accompagner EDH pour bailler l'électricité, accompagner santé publique pour bailler une couverture sanitaire et cohérente et pour laisser maintenant un hôpital réhabilité dans Fort Liberté. Dans un contexte de tensions accrues dans la capitale et dans l'Artibonite, alors que l'État peine à rétablir le contrôle sur les routes nationales, les populations de plusieurs régions pourront observer ces festivités de loin. Pour aller du sud du pays vers le nord, par exemple, un passage vers la capitale est inévitable. Or, celle-ci reste encerclée par les gangs. Face à ce tableau alarmant, le ministre ne nie pas que le carnaval dans le nord-est prend une dimension davantage régionale que nationale. Toujours concernant l'organisation des carnavals, des citoyens de la capitale critiquent la décision des autorités d'organiser le carnaval cette année en dépit des conditions difficiles du pays. Dans un contexte de crise sécuritaire, le budget alloué à ces festivités pourrait être utilisé pour renforcer la lutte contre le grand banditisme. Des personnes interrogées issues de divers secteurs dénoncent la nonchalance des dirigeants face à la situation qui prévaut dans le pays. Reportage Richie Fortuné. C'est dans le département du Nord-Est que se déroulera le carnaval national cette année. Une fois de plus, ces festivités se tiendront loin de la capitale, contrôlées en grande partie par les bandes armées. Au lieu de prendre les dispositions adéquates pour éradiquer ce phénomène, les autorités ne font que contourner le problème, dénoncent des citoyens qui s'interrogent. Et puis tout, monde artistique là tout, monde artistique haïtien là. Yo très laid, yo salope. Exemple, gardons jeune artiste, nous sommes prêts à disparaître là. Pas jamais de côté une sorte une note. OK? Gardez crise au pays pendant 6 à 7 ans là. Pas même une mettre ensemble ta sorti une note pour peuple haïtien. Qui est-ce qui fait ça journée aujourd'hui hein? Peuple là qui dans ces programmes yo, peuple là qui dans ces balles yo. Ou pas jamais une mettre ensemble sorti une note pour dire assez. Pour dire assez. Carnaval là-bas pour le moment il va gain place li. Si c'est mon gouvernement mais ça m'a fait, m'a préféré étoyer pays en massif atra. Bay mon job, il t'a pompi bon bagay. Mais elle fait carnaval pays a malade non état pareil. Commerçantes, professionnels de plusieurs secteurs réagissent à ce qu'ils considèrent comme une irresponsabilité des autorités. Sans nier l'importance de l'aspect culturel du carnaval, ils disent penser que le moment n'est pas propice à sa tenue, peu importe le lieu choisi par les organisateurs. Au lieu de carnaval, nous remet plus que juste si on prend soin nous plutôt utiliser un espace pour nous parce que nous tout côté nous est là, nous dans la rue, dans courir nous activité nous est bloqué net. Pays a pas demandé ambiance que content qu'on y a pays a plus demandé pour nous joindre une sécurité pour pays. Pour qui ça problème dans qui pour le ça va aussi plutôt. C'est parce que un problème dans joindre une solution par là-dedans. Si on pas joindre une solution par un problème là, yo t'a posé problème là. C'est ça pour faire. Et problème pour résoudre. C'est pas courir pour problème là, c'est chercher résoudre lui. Gros problème Port-au-Prince, si carnaval là, c'est pas la fin du monde lié, si carnaval là pas faire année ça, n'a pas résoudre problème dans l'autre année la fête. L'autre année la fête. Pour mettre la ville de Fort Liberté en état d'accueillir cet événement culturel, plus de 4 millions de dollars seront décaissés par le gouvernement. Voilà qui paraît absurde pour certains interrogés, dans un contexte où le pays a des problèmes qui devraient constituer l'unique préoccupation des décideurs. Le carnaval, même dans la radio, tout le bagaille ces derniers temps, les bonnes preuves là.
Longtemps, on a donné un petit radio de temps en temps. Moi, je depuis qu'il aime donner une petite musique carnavalesque depuis quelques temps là. Et maintenant, je suis dans la période là mieux. Les gens qui peuvent aller, nous prions, mais moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Je te aider les gens avec. Moi, je suis dans les besoins, l'autre là dans les besoins. Ce n'est pas carnaval, peut être fait. Nous n'avons pas un problème carnaval. Nous avons un problème carnaval, nous n'avons pas pays. À part les activités pré-carnavalesques organisées par les gangs qui animent les rues de Port-au-Prince, dans la plupart des quartiers, l'ambiance n'est pas à la fête. Préoccupés par la vague de violence qui s'abat sur la capitale, les interrogés, toutes catégories confondues, n'attendent que le rétablissement du climat sécuritaire. Considérée comme la plus grande manifestation culturelle du pays avec un impact sur certains secteurs de l'économie, le carnaval national aura lieu cette année sans tambour ni trompette. Les sécurités persistantes empêchent l'organisation des festivités dans leur format habituel. Depuis plus de 3 ans, la situation dans le pays s'est dégradée, rendant difficile l'organisation de grands rassemblements, notamment dans la capitale. Certaines communes comme Pétionville ont même interdit tout défilé de bandes à pied ou de chars musicaux par mesure de sécurité. Malgré cela, le gouvernement a décidé de maintenir des festivités à Fort-Liberté, un choix qui interroge pourquoi cette ville, quel impact sur la population. Pour mieux comprendre les enjeux de cette décision, le professeur Daniel Supplice apporte son analyse sociologique sur le rôle du carnaval en période de crise. Monsieur Daniel Supplice, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes écrivain, sociologue, ethnologue et également diplomate haïtien. Malgré la multicrise, Haïti organise son carnaval cette année sous le thème de Haïti campé. D'ailleurs, un budget de 536 millions de gourdes, soit plus de 4 millions de dollars, sera décaissé pour cette activité culturelle. Beaucoup de débats. Et d'ailleurs, on vient de suivre un micro-trottoir à ce sujet. Dans ce contexte de crise, selon vous, pourquoi maintenir l'organisation du carnaval? Bon, on peut répondre à cette question de deux manières. Effectivement, et on peut croire que, compte tenu de la situation dans laquelle le pays se trouve, est-ce qu'il y a raison Bon, écoute, le carnaval, c'est quelque chose de traditionnel. Le carnaval fait partie de la culture nationale. Le carnaval fait partie de l'essence haïtienne même. Donc, on est en droit de questionner si, effectivement, dans ce contexte, ce serait utile de faire le carnaval. Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. D'autres disent que c'est vrai qu'il y a une situation difficile, mais en même temps, le reste du pays vit. Si tout donne l'impression d'être totalement hors contrôle, tout donne l'impression d'être dans une situation désespérée, désespérante, ça se trouve concentré dans certaines zones du pays. Donc, on pense que d'autres zones du pays, par exemple le Nord, dans le nord du pays, les activités normales, si on veut, dans une certaine mesure, se déroulent. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, il y en a qui pensent que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, et parce qu'il y a une situation désespérée. À Port-au-Prince, je veux dire, dans la zone de Port-au-Prince, dans certaines zones dans la Tibonite, mais en même temps, dans beaucoup d'autres zones du pays, moi j'étais dans le nord dernièrement, et la vie continue, difficile si on veut, puisqu'il y a une situation, un contexte économique important, mais la vie continue. Donc, il y a ces deux façons de voir les choses. Peut-être l'un ou l'autre secteur, peut-être, on ne sait pas qui a raison par rapport à l'autre, mais je pense que le carnaval reste quand même un événement culturel important. Je pense qu'en même temps aussi, le carnaval, c'est une soupape, le carnaval, c'est une valve de sécurité. Dans le carnaval, les gens se défoulent, les gens dans le carnaval oublient un peu. Et comme vous savez, c'est très important de créer cet état d'esprit. Et aussi, il y a un autre aspect. Le carnaval va se faire à Fort-Liberté. Fort-Liberté, c'est une ville qui a une histoire très particulière et très mal connue. Le Cap, c'est la ville historique en général. Quand on parle de la ville des Gonaïves, c'est la cité d'indépendance. Mais on oublie aussi que Fort-Liberté, quand même, c'est la ville où, pour la première fois, le cri de la liberté a été poussé. Donc, il y a aussi ce côté-là, de donner peut-être à d'autres zones du pays. Parce qu'il y a eu auparavant d'autres carnavals. Il y avait un carnaval au Caille, il y avait un carnaval au Cap, il y avait un carnaval à Jacmel. Donc, à la limite, on peut se demander pourquoi pas Fort-Liberté.
Monsieur Supplice, donc selon vous, c'est au moyen de préserver l'identité culturelle d'Haïti? Plus que ça, c'est aussi une phase. Comme j'ai dit, le carnaval, beaucoup d'études ont été faites sur le carnaval. Le carnaval, c'est une soupape de sécurité. Le carnaval, c'est une valve. C'est une valve, vous savez, le pressure cooker. Quand il y a beaucoup de pression, il faut que quelque part la pression puisse s'échapper. Donc je pense que le carnaval, au niveau psychologique, répond à ce besoin, à cette demande. D'autant plus que, comme je viens de le dire, c'est vrai, il y a une situation difficile à Port-au-Prince et dans certaines zones de la Tibonite. Mais dans le reste du pays, les gens veulent vivre. Et j'ai vu, par exemple, à la télévision, justement, que en Fort-Liberté, encore justement, chaque dimanche, il y a des bonnes carnavalesques qui prennent les rues, et dans le nord du pays, et dans le sud du pays aussi, à Jacmel aussi. D'ailleurs, Jacmel aura son carnaval national, de toute façon. Donc, à la limite, pourquoi pas? Alors, nous savons effectivement que le carnaval, c'est une période festive, mais tenant compte de cette réalité que nous avons aujourd'hui, notamment la crise sécuritaire, la crise humanitaire, comment les concilier, selon vous, pour cette année? Je pense que, comme je viens de vous dire, c'est vrai, il y a des secteurs qui vont critiquer, et peut-être qu'ils n'ont pas tort non plus de critiquer. Mais en même temps, je pense que le reste du pays continue à vivre, le reste du pays vit, particulièrement le Nord vit, et compte tenu de ce que je viens de dire, de ce que représente le carnaval au niveau de l'imaginaire collectif haïtien, cette valve de sécurité, il est aussi important de faire le carnaval, parce que comme je vous le dis, chaque dimanche, en dehors de la ville de Port-au-Prince, au CAI, à Jérémie et à Fort-Liberté même, il y a des activités carnavalesques chaque dimanche. Donc, étant donné que dans le passé, il y a eu un carnaval au Cap et au Gonaïve, si je ne me trompe, à Jacmel certainement, au CAI, et comme je viens de dire, pourquoi pas Fort-Liberté? Je comprends, mais en même temps, je comprends ceux qui disent qu'il y a une situation difficile, il faudrait peut-être faire cet investissement quelque part d'autre. Bon, on verra. Mais je pense qu'en même temps, c'est utile, pas seulement pour préserver le côté culturel, mais aussi pour permettre aux autres secteurs du pays, en dehors des zones difficiles, de souffler un peu ensuite. Monsieur Daniel Supplice, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, merci beaucoup. Voilà donc les propos de l'écrivain, sociologue, ethnologue et également diplomate haïtien Daniel Supplice concernant l'organisation du carnaval cette année en Haïti. Pour refermer la page nationale de ce journal, Marie-Lucie Bonhomme-Aupon, journaliste et présentatrice de Radio-Vision 2000, a eu un malaise en direct ce mardi pendant le journal du matin. Elle a été immédiatement transférée à l'hôpital pour recevoir des soins. Selon les informations dont nous disposons, son état s'améliore et elle est consciente, sans difficulté motrice. Elle attend les résultats d'un scanner cérébral pour déterminer les causes de son malaise. Marie-Lucie Bonhomme est une figure importante de la presse haïtienne, reconnue pour sa rigueur et ses interviews marquantes. Elle a récemment reçu le prix Greeley pour la paix 2025 de l'Université du Massachusetts. Il convient de rappeler qu'elle a également été victime d'une tentative de kidnapping par le passé et que son mari, Pierre-Louis Aupon, a été enlevé en 2023 puis libéré contre rançon 3 mois plus tard. Radio Métropole, où elle a travaillé par le passé, lui adresse ses sympathies et lui souhaite un prompt rétablissement. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres qui dominent l'actualité de ce mardi. La situation sécuritaire demeure tendue à Port-au-Prince malgré les opérations de la PNH contre les bandes armées. Ce mardi, des tirs ont été signalés à Delma, faisant des victimes, dont un élève blessé à Saint-Louis-de-Gonzague. Parallèlement à Bourdon, un étudiant du CEDI est décédé après avoir été touché d'une balle à la tête. Le Conseil présidentiel de transition demande au Premier ministre d'examiner les preuves contre les personnes sanctionnées par des pays étrangers pour leur rôle dans l'instabilité du pays en vue de poursuites judiciaires. Maître Michel Brenache, ancien ministre de la Justice, a fait le point sur la question dans ce journal. Et puis tension autour du carnaval 2025, le gouvernement maintient le carnaval national à Fort-Liberté pour un coût total estimé à 170 millions de gourdes. Pourtant, cette décision est critiquée en raison des priorités budgétaires et de l'insécurité. Le professeur Daniel Supplice nous a livré son analyse sociologique sur le rôle du carnaval en période de crise. Voilà ce qui met fin à cette 2e édition de Métro News pour la semaine.
Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Bonsoir.